Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Backspin. Nous allons bien sûr développer l'actualité. 3 thèmes aujourd'hui qui nous intéressent. Le premier, c'est les annonces concernant l'augmentation des taxes qui a été faite par l'administration Trump en fin de semaine dernière. Nous allons voir dans ce sujet quelles vont être les répercussions pour nous et notamment bien sûr sur le prix de nos clubs. Deuxième sujet, c'est l'offre mirobolante d'1,5 milliard de dollars qui a été fait par le PIF au travers de Al Rumayyan qui est le patron du Live Golf, qui a été faite donc au PGA Tour pour une éventuelle réunification, une offre qui a été refusée. Et enfin, dernier sujet, il s'agira au vu de l'évolution des drivers et notamment des modèles Max en cette saison 2025, ça va être de débattre un petit peu de l'intérêt qu'il reste concernant les modèles low spin, ce que l'on appelle habituellement les LS. Voilà le programme donc que nous allons traiter dans ce numéro. Donald Trump a annoncé une augmentation des taxes pour les produits qui allaient arriver sur le marché américain et par conséquence, l'Europe notamment en a fait de même. Et il est très possible, en tout cas à l'heure où nous parlons c'est le cas, qu'il y ait donc une réciprocité sur l'augmentation des taxes concernant donc ces deux parties du monde. Et on peut se demander bien sûr quelle va être la répercussion de l'augmentation des produits sur le prix du matériel de golf. Alors ces derniers temps, on a vu à fleurir, on va dire, sur la plupart des médias, des articles concernant l'augmentation du prix des matériels qui, en fait, ne seraient pas du tout notables, qui seraient liés à, une fois, le Covid. Donc, logique, légitime, une augmentation légitime. Une autre fois, la guerre en Ukraine, donc une augmentation, là encore, logique et légitime. En fait, le consommateur, lui, quand il voit le prix des drivers, il peut se demander pourquoi est-ce que, notamment, on n'a pas vu de baisse du prix des clubs à ce moment-là quand les épisodes tels que le Covid ou bien que la guerre en Ukraine, ou en tout cas ses impacts premiers, sont passés. Car la situation a eu beau revenir à la normale, les prix ont continué à augmenter. Donc on ne peut pas, à mon avis, dire que le prix des clubs n'augmente pas. Et en fait, nous pouvons imaginer facilement que dorénavant, avec une augmentation des taxes sur les produits américains, nous ayons une augmentation très importante du niveau des prix concernant donc le matériel de golf. Dans la réalité, et c'est quelque part là où nous allons voir si les fabricants de clubs ont une véritable mansuétude envers les joueurs que nous sommes ou s'ils ne sont véritablement motivés que par le profit, en réalité donc, il serait tout à fait normal qu'il n'y ait aucune augmentation, malgré l'augmentation des taxes, qui se produisent pour les produits que nous recevons sur notre marché. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble des marques possèdent en Europe des usines qui leur permettent pour la plupart d'assembler les composantes des clubs américains qu'ils reçoivent. C'est vrai concernant véritablement l'essentiel des grandes marques. Elles ont toutes, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, pour d'autres, ce sont encore d'autres pays européens, des usines en fait qui sont les distributeurs locaux de leurs produits en général. Vous me direz oui, mais si les produits partent des États-Unis, de toute façon ils seront taxés à l'arrivée et donc ces usines paieront plus cher les produits qu'ils vont recevoir. Bien là encore c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que 90% des composantes d'un club de golf ne sont pas réalisées aux États-Unis, ils sont simplement réalisés en Asie ou en Chine. C'est-à-dire principalement en Corée, en Chine ou à Taïwan. Donc dans la réalité, nous avons un circuit de production et un circuit de distribution qui part d'Asie, qui passe par le continent européen et qui est distribué en Europe, dans chaque pays d'Europe, en passant directement par l'usine que possède chaque marque.
Par contre, nous pouvons être certains, et c'est réellement ce que je pense, que l'occasion est trop belle et que quelle que soit la façon à laquelle les accords évoluent de taxes entre les États-Unis et l'Europe, ce sera un prétexte supplémentaire pour nous faire payer une augmentation des clubs que nous subirons, à mon avis, vers le milieu de l'année et en tout cas de façon certaine pour la saison prochaine. Qui va être donc absolument justifié par le fait que les marques soient, mais officiellement justifié par le fait que les marques soient principalement américaines, mais qui dans la réalité sera totalement factice. Concernant les balles de golf, on est exactement sur le même schéma, excepté peut-être pour une marque qui, et c'est la réalité, produit elle-même ces balles directement aux États-Unis, qui est la marque Titleist. En dehors de ça, je dirais que quelque part, l'augmentation des prix que nous allons forcément subir n'est qu'un système commercial qui va profiter en fait d'une annonce politique pour augmenter encore ses marges et donc son bénéfice. En 2025, les marques ont décidé d'une façon globale de mettre sur le marché 3 types de drivers. Ces drivers sont classés en 3 catégories, qui sont les drivers anti-slice, généralement nommés X, les drivers max, qui proposent un maximum de tolérance et qui permettent à la balle d'être la plus centrée possible sur le parcours à l'arrivée, et puis traditionnellement pour les champions, les modèles LS ou low spin qui proposent généralement des taux de spin plus bas pour aboutir à des trajectoires elles aussi plus basses, oui, et qui sont des clubs avec lesquels le maniement de la balle va permettre de réaliser notamment des effets volontaires. Aujourd'hui, et si vous avez suivi les vidéos que nous avons mis en ligne depuis le début de l'année, nous avons observé que les modèles Max, qui sont évidemment, je dirais, le gros du marché, qui concernent le plus de joueurs de golf, ont des caractéristiques de spin qui se sont, donc de backspin, qui se sont totalement effondrées pour rejoindre une norme qui auparavant était le royaume, dirons-nous, des drivers low spin. Cette norme, elle est simple, elle est de 2500 tours minute, ou pour être plus précis, de 2400 tours minute. Or, tous les drivers max que nous avons testés cette année nous ont offert des taux de spin qui allaient entre 2400 tours minute et 2700 tours minute. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en apportant certaines modifications, notamment concernant le placement des masses à l'intérieur de la tête de club, les fabricants ont réussi à proposer aux joueurs des clubs qui donnent beaucoup moins d'effet à la balle, ce qui l'a fait monter davantage, et ils ont réussi à conserver des moments d'inertie très importants, oui, pour des balles qui, dans leur globalité, parcourent davantage de distance et ont comme caractéristique d'avoir une trajectoire de balle plus basse. Le problème, ou la question en tout cas qui se pose aujourd'hui, c'est un driver max parvenant à des taux de spin proches de 2005, quel est réellement l'intérêt à avoir un driver en modèle LS qui produise encore moins d'effets, sachant qu'il y a une barrière inférieure qui tourne aux alentours des 1800 tours, 2000 tours minute, au-delà de laquelle l'envol même de la balle devient un réel souci. Dans ce cas-là, dans les taux de spin très bas, 1800 tours par exemple, pour que la balle ait une trajectoire cohérente, il faut des vitesses de passage qui sont réservées à quelques joueurs uniquement sur la planète. Quelque part, la question donc, c'est, elle est là. À quoi servent aujourd'hui les low spin? Quel est l'intérêt d'un low spin, sachant qu'en fait, les drivers low spin vont offrir des taux de spin qui seront peut-être 200 tours inférieurs à ce que propose un max. Or, 200 tours, ça n'est pas palpable. Le seul intérêt que l'on peut imaginer, c'est que dans la vocation même du club, un driver max est là pour que l'ensemble des coups soit regroupé le plus possible à l'arrivée par rapport à, je dirais, au centre du fairway. Le seul intérêt qu'un driver low spin aujourd'hui possède par rapport à un max, c'est d'offrir une tête plus petite, qui permet aux joueurs de créer un peu plus de vitesse, mais là encore on s'adresse qu'à des joueurs capables d'accélérer le club d'une façon importante.
Mais surtout, quel est l'intérêt en dehors de celui de pouvoir, avec un low spin, donner des effets latéraux à la balle? Eh bien, je dirais que une fois mis au placard cette idée de gagner de la puissance par un low spin, parce qu'il faut une vitesse phénoménale, garder une puissance par le spin, puisque le max s'en charge aujourd'hui très bien d'abaisser ses taux, le seul intérêt en fait qu'il existe à avoir un driver low spin, c'est donc de faire des effets volontaires, mais ça on peut très bien le retrouver en diminuant simplement le loft d'un driver max. C'est-à-dire que si, dans les modèles qui vous seront proposés, qui généralement, d'ailleurs vous l'avez vu cette année c'est assez marquant, tous les fabricants proposent des modèles max avec des lofts à 9 degrés. Avec 9 degrés de loft, nous avons une verticalité de phase de club qui font que le taux de spin diminue encore. Il sera même inférieur à ce que nous avons testé dans nos tests à Vigolf, puisque généralement nous avons utilisé des têtes à 10 degrés et demi. Donc nous allons avoir encore moins de remontée de la balle sur le club, ce qui veut dire que quelque part, les effets latéraux vont devenir également possibles. Le Driver Max de 2025 est donc un club qui, dans l'esprit, est un low spin, puisque son taux de spin le prouve, il est aux alentours de 2500 tours, voire en dessous. C'est un driver qui ne permet pas de travailler la balle sur les lofts classiques de 10,5 et de 12 degrés parce que sa vocation première dans ce cas-là est de recentrer les coups. Mais si on le couple à un loft un petit peu plus faible, comme de 9 degrés par exemple, eh bien à ce moment-là, il ouvre la voie aux coups latéraux, aux effets volontaires que sont le slice, le fade, le hook ou le draw. On peut donc se demander si, dans les années qui viennent, nous ne verrons pas le modèle low spin progressivement disparaître pour laisser la place à des modèles max avec davantage de loft encore diminué, c'est-à-dire des 8 degrés par exemple, qui sont aujourd'hui l'apanage des low spin, de façon à ce que les joueurs qui s'en sentent la capacité puissent imprimer et jouer leur driver max avec, en fait, je dirais, un loft qui leur permettra d'avoir autant de résultats qu'avec un driver low spin, tout en conservant une facilité de jeu que le low spin n'offre pas. Le gros morceau de ce numéro de Backspin, c'est évidemment la proposition de 1,5 milliard de dollars qui a été fait par le PIF au PGA Tour. Alors le PIF, qu'est-ce que c'est? C'est le fonds d'investissement saoudien qui est le créateur du Live Golf. Et donc la grande nouvelle, c'est le PIF a proposé 1,5 milliard à PGA et PGA a fait quoi? PGA a refusé. Alors comment est-ce qu'on refuse 1,5 milliard d'euros? D'abord on va avoir quelques petites réflexions à se faire. 1,5 milliard d'euros, je dirais pour les Saoudiens, c'est pas aussi important que ça. Ils ont proposé pratiquement 1 milliard à Tiger Woods pour rejoindre le Live. Ils ont également proposé pratiquement 1 milliard à Jack Nicklaus juste pour qu'il cautionne le Live. Donc à eux deux, ces joueurs ont eu des propositions qui ont été supérieures à la somme finale qu'ils proposent au PGA Tour. Mais donc le PGA Tour a dit non, il y a quelques raisons à ça, et c'est ce dont nous allons discuter à l'instant. Alors dans les conditions, vous m'excuserez de prendre mes lunettes pour vous en parler, dans les conditions que pose le Live Golf pour donner cet argent au PGA Tour, il y a d'abord le fait que le Live Golf continue à exister sous sa forme actuelle. Alors ça, c'est déjà un petit problème de base, à savoir que ce 1,5 milliard est supposé mener à une réunification des circuits pour que les spectateurs se retrouvent avec véritablement un champ complet qui inclut la totalité des meilleurs joueurs du monde à chaque tournoi. Mais non, là, ça ne fait pas partie des conditions proposées. Il s'agit en fait de trouver, je dirais, une camaraderie plus poussée, donc un espèce de mariage, mais dans lequel chacun garde, entre guillemets, ses droits individuels. Les raisons qui mènent à ça sont multiples. L'une d'entre elles, c'est notamment que le président du LIV, Al Rumayyan, qui est celui qui discute avec Jay Monahan côté PGA depuis le début, eh bien il est propriétaire du LIV. C'est lui qui l'a créé, et donc lui est un petit peu entre le PIF
et le PGA Tour. Et lui a réussi à faire rentrer la condition que le livre subsiste, parce que lui, il croit en son avenir commercial et que le livre est une entreprise commerciale. Donc déjà ça n'a pas plu à PGA. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, le fait de vouloir préserver à tout prix un circuit existant n'incitait pas à penser que ce que voulaient les Saoudiens, donc le PIF, c'était véritablement une unification des circuits. Le deuxième point, c'est que toujours Al Rumayyan est supposé, dans la proposition qui a été faite, être coprésident de l'entité, qui sera donc PGA Tour Enterprise, qui va donc associer le LIV, le PIF et le PGA Tour. Coprésident, en soi, pourquoi pas? Le problème étant que derrière lui, le PIF continue à annoncer qu'il veut avoir un droit et une capacité à agir sur l'évolution du golf mondial dans les années à venir. Le PGA Tour estime que les Saoudiens, au travers du PIF, n'ont pas une conscience claire du marché du golf mondial et que donc il n'est pas question de leur donner le droit de décider demain de l'orientation qu'il faudra donner à notre sport. Le troisième point, c'est que le LIV Golf a eu une bonne oreille sous l'administration Biden, lorsqu'elle a été créée, c'était avant l'élection de Donald Trump, parce qu'il y avait une loi antitrust qui était importante, qui faisait qu'il était nécessaire d'avoir l'apparition d'un second acteur dans le monde de l'organisation des tournois professionnels de golf, de façon à ce que PGA Tour ne soit pas dans une position ultra dominante. Il se trouve aujourd'hui que Trump étant au pouvoir, lui va revenir en fait sur cette loi antitrust, puisque Trump c'est America Great Again, donc c'est en fait, il va modifier cette loi antitrust de façon à ce que les entreprises américaines puissent avoir des monopoles. Ça, cela remet en cause simplement le fait d'une unification possible ou d'une entente possible avec le LIV Golf ou avec le PIF, donc c'est la même chose entre guillemets, puisque en fait, quelque part maintenant aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Lui va au contraire continuer de développer PGA Tour qui en plus quelque part est en très bonne santé et a des plans pour l'avenir qui sont très successful, donc qui marchent très bien, notamment la TGL, donc tout le golf, le show indoor, qui est créé par des équipes issues constituées de joueurs du Tour, qui marchent très fort. Ils ont donc plein de projets, les projets s'annoncent bien, et d'un coup, il se dit que si la loi ne les y force pas, il n'y a aucune raison d'aller s'associer, en fait, aux Saoudiens. Le quatrième point, enfin, c'est que aujourd'hui, le PGA Tour estime avoir suffisamment fait pour, entre guillemets, suffisamment fait de faveur pour les joueurs qui jouent sur le LIV Golf, ce qu'on appelle toujours les joueurs dissidents, comme notamment la pression qu'il a mise sur les majeurs, de façon à ce que les majeurs acceptent tout de même des joueurs qui seraient issus du LIV Golf, et c'est le cas, puisque nous avons le premier majeur qui va commencer dès jeudi, et à savoir le Masters d'Augusta bien sûr, et que nous avons nombre de joueurs donc du LIV Golf qui seront présents au départ du 1. PGA Tour estime avoir fait des efforts envers le LIV, il estime que le LIV n'en a fait aucun envers PGA Tour aujourd'hui, et que donc, quelque part, le marché qu'il leur propose n'est pas fair, il n'est pas équitable, il ne voit aucune raison de faire des efforts supplémentaires, et décide qu'au vu des efforts qu'ils ont déjà réalisés, s'il doit y avoir une unification des circuits, ça se fera à leurs conditions, et uniquement à leurs conditions. Enfin, pour finir, notons que Donald Trump, qui est donc impliqué dans le positionnement de cet accord du fait de la loi antitrust qu'il va faire sauter, a tout de même, pour des raisons plus personnelles, à savoir que le week-end dernier, un de ses golfs a accueilli une épreuve du LIV Tour, a tout de même commenté en disant que quoi qu'il arrive, il œuvrerait pour parvenir à un accord entre ces deux entités. Voilà, vous savez maintenant pourquoi est-ce qu'on peut refuser 1,5 milliard de dollars, et disons qu'il y a peut-être effectivement un nombre de raisons suffisantes pour qu'on renonce à tant d'argent.
Cet épisode de Backspin est dorénavant terminé. Nous avons fait l'actualité, le tour de l'actualité, des points marquants en tout cas de l'actualité. Nous nous retrouverons quand celle-ci, quelque part, nous donnera à nouveau de la matière. D'ici là, bien sûr, bonne vidéo sur Avigolf et puis bien sûr, bon golf à vous.